Well, good morning. Bon matin à tous. Moi, je m'appelle Sandra Neal. Je suis un stratégiste en environnement de travail chez LeMay, un associé chez LeMay. I have been an active volunteer at Cornet for the last 8 years, and I'm very pleased to bring you this new webinar. Bilingue où le webinaire va être fait en français, mais vous avez la possibilité de mettre vos questions en anglais et on va gérer vos questions dans le chat box. Alors aujourd'hui, notre webinaire, c'est un regard à travers les yeux de propriétaires. Et quand 8 personnes dans un ascenseur n'est plus qu'une option. With this, I'm going to introduce our panelists. So, Kim est notre modérateur. Kim Gravel de JLL. Il a une expérience en immobilier coopératif 15 ans. Il a partagé sa carrière entre Singapour, Hong Kong et Canada. Il était actif dans les relations d'impartition immobilier à petite et grande échelle pour les sociétés technologiques, bancaires et logistiques. Son expertise inclut les relations à clientèle, stratégie de portefeuille et nouvelles technologies. Il fait partie du comité de leadership de Cornet Montréal depuis 15 ans. Alors, notre organisation Cornet est une plateforme pour faire du réseautage, avoir des opportunités de carrière, obtenir une promotion, agir localement. Ça existe, c'est une organisation internationale avec 3 grands chapitres en Asie, Europe et au Canada, et Nord-Amérique et au Canada, évidemment. Puis, nous, on gère un petit chapitre à Montréal et c'est grâce à ce chapitre et nos commanditaires qu'on peut apporter les opinions et points de vue des grands promoteurs à Montréal. The next panelist is Linda Rouleau. Linda Rouleau elle travaille pour la Industrial Alliance, groupe financier, à titre de directrice principale et gestion d'immeubles au sein des placements immobiliers. Linda a débuté sa carrière en immobilier commercial en 1998, où elle a occupé successivement des postes à responsabilité croissantes dans les domaines de marketing, de l'exploitation et de la gestion immobilière pour les sociétés immobilières Cadillac Fairview, Ivanhoe Cambridge et les fonds de placement immobilier communautaire. Depuis mai l'année dernière, Linda poursuit son cheminement professionnel chez Industrial Alliance, où elle est responsable d'encadrer et superviser les activités inhérentes à l'administration et la gestion de portefeuilles immobiliers au Québec. Parmi les campagnes de marketing et projets d'exploitation que Linda a chapeautés, 9 se sont vus décerner des prix par la ICSC et BOMA et plusieurs certifications environnement ont été obtenues. Au cours des dernières années, Linda a été conférencière invitée par le Conseil régional de l'environnement de Montréal, la ICSC, ainsi que le Sommet immobilier de Montréal. Linda a été pendant de nombreuses années et demeure membre actif aussi de le réseau CRU, où elle était présidente de ce chapitre en 2018. Bon. Bernard Paliquet. Bernard is the Executive Vice President of Communautaire, Fonds du Placement Immobilier. There's been a shift here. Everybody's worked for Ivanhoe or Communautaire or... the only one staying. Small community. Bernard has 30 years in commercial and corporate real estate practice. He has direct experience in leadership roles in leasing, property management, commercial office acquisitions, sales, occupancy strategy and planning, as well as organizational strategy and execution. Prior to his current role, he has held executive real estate responsibilities for Ivanhoe Cambridge, Bell Canada, Desjardins, as well as international service organizations such as JLL and Avison Young. Again, that's part of the family. He's currently on the board of Governor of the Quebec Urban
Development Institute, UDI, and chairman of the Faculty Advisory Board at McGill, which he is a university graduate of McGill. He also has a lot of past boards, such as United Way Campaign, Building Owners and Managers Association, and as well as some cultural events such as Creative Theatre Company, Felix Leclerc Music School, and Property Industry Foundation in Sydney, Australia. So we have a very international opinions on this board as well. So without further ado, I would like to introduce Anik. And Anik is, sorry, going with my notes here. Anik elle va nous donner une présentation et Kim va modérer le panéliste. Anik est le vice-président Bureau Québec de Ivanhoe Cambridge. Elle est titulaire d'un baccalauréat des arts avec une spécialisation en communication. À titre de vice-président Bureau Québec, Anik est responsable des activités d'exploitation de 5,3 millions de pieds carrés, excuse-moi, et l'espace de bureau pour le portefeuille de Ivanhoe Cambridge au Québec. Une partie importante de son mandat est d'établir et de maintenir des bonnes relations avec les clients ainsi que de favoriser des expériences positives au sein des immeubles dans le but d'assurer la rétention des locataires. Dans son rôle, elle supervise la transformation de Place Ville-Marie, un projet de 200 millions. Au cours du plan de la société vise à insuffler un nouveau dynamisme au centre-ville de Montréal. Magnifique projet. On veut tous aller voir ce projet bientôt. Ce mandat l'a amené à diriger des initiatives dont l'objet était de trouver et de mettre en œuvre des solutions novatrices dans l'ensemble des propriétés montréalaises, tout en encourageant des discussions interfonctionnelles et la mobilisation des employés. Après près de 25 ans dans la gestion immobilière commerciale, Anik est un membre actif de l'industrie. Elle s'occupe actuellement ou présentement le poste de présidente de BOMA Québec, ainsi que le poste de présidente du Conseil de défis énergie en immobilier. Alors, c'est à vous, Kim. Puis, je veux juste mentionner les bonnes commanditaires avant de commencer. C'est grâce à ces commanditaires et vous autres qui assisté à la présentation, BGIS, CBRE, Green Standards, JLL, aussi Colliers, Cushman, Knowles, Stantec, Move, Avison Young, Hayward, HOK, Lemay et Sherman Contracting Limited et Technion. C'est merci à tout le monde. Et bonne conférence. Merci Sandra. Bonjour à tous les panélistes et participants. Bienvenue à ce webinaire de CoreNet Montréal, le troisième cette année, en 2020. En cette journée ensoleillée et très confortable. Hein? Il faut vraiment apprécier les petites choses. On a eu des bonnes nouvelles hier avec l'annonce du gouvernement permettant un retour au travail jusqu'à concurrence de 25%. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles, hein? Il faut les apprécier. On a un sujet fort intéressant aujourd'hui. Comme vous savez, CoreNet est une organisation concentrée sur les utilisateurs d'espaces à bureau qui sont principalement locataires. Pour satisfaire aux différentes exigences, la pandémie a rapidement provoqué un besoin de grande collaboration entre propriétaires et locataires. Depuis le mois d'avril, CoreNet Montréal a déjà organisé quelques webinaires sur les enjeux locataires et donc je suis ravi aujourd'hui de partager avec vous les perspectives de propriétaires qui sont tout aussi importantes. Avant de commencer avec les questions aux panélistes et pour mieux nous situer dans le contexte, j'aimerais inviter Anik de Ivanhoe Cambridge à nous faire une petite présentation qui mettra en perspective ses enjeux en tant que propriétaire. Alors, Anik, à toi. Merci, Kim. Donc, juste pour faire une mise en contexte, mon PowerPoint a été fait avant les annonces de cette semaine, justement. Je voulais me préparer. Donc, et le port du masque obligatoire et le 25% de possibilité d'avoir d'occupation dans les tours à bureau
sont pas dans mon PowerPoint, mais bien sûr, c'est des bonnes nouvelles. Puis je pense que le port du masque obligatoire va nous aider aussi en tant que gestionnaire. Donc, si on va aller à la première slide, Sandra. Juste pour vous donner un contexte, justement, donc ça, c'est les immeubles à bureaux qu'on supervise à Ivanhoe Cambridge dans le portefeuille bureau à Montréal. Donc, c'est quand même, on voit le 200 locataires à peu près et 20 000 occupants. Donc, c'est quand même beaucoup plus gros que bien des villages au Québec. Donc, il y a Place du Marie et le Mille la Gauchetière. Je vais aller assez rapidement parce qu'on m'a dit qu'Annick, faut pas que tu parles trop longtemps, donc je vais quand même aller faire ça vite. Donc, nos principes directeurs, à partir du moment où la pandémie a commencé, bien sûr, le point numéro 1, c'est la santé et la sécurité de tout le monde, de nos clients, de nos employés et dans le fond, tout le monde, les visiteurs, tous les gens qui doivent venir dans nos immeubles. Ça a été le point de base et après ça, on a voulu élargir finalement nos principes. Donc, en assurant vraiment un soutien auprès de nos locataires, puis en donnant vraiment une communication auprès de nos locataires, puis travailler avec nos partenaires, puis avec la communauté, parce que plus ça va et plus on se rend compte que finalement, justement, on est tous interreliés. C'est pas pour rien que le gouvernement a donné l'autorisation à 25 % pour les tours à bureaux au centre-ville, parce qu'on veut ranimer le centre-ville. Donc, on voit vraiment qu'on est un écosystème, puis on se rend compte de ça avec ce type de crise-là, malheureusement. On peut changer la slide. T'as-tu entendu, Sandra? Oui, OK. Alors, vraiment, ce qui était important, c'était d'accompagner nos locataires après avoir mis nos mesures en place dans nos aires communes. Donc, on voulait finalement leur montrer qu'on était capable de mettre toutes les mesures de précaution en place. Ça a été fait assez rapidement. Et après ça, de les accompagner eux-mêmes dans l'installation chez eux. On n'est pas responsable dans leur installation à l'intérieur de leurs locaux, mais on a voulu quand même les accompagner parce que, bien sûr, c'est pas leur mission première, gérer des espaces habituellement, eux, dans leur travail. Et on voulait s'assurer qu'ils pouvaient, dans le fond, compter sur nous dans cette mesure-là. Donc, on a fait vraiment une liste de toutes les mesures qu'on a mis en place, bien sûr, la distanciation et tout, les pastilles, les affiches, tout le kit. Mais on a fait aussi un aide-mémoire pour eux, pour dire, OK, ça fait un mois que vous n'êtes pas venu au bureau, vous devez revenir, puis vérifier votre plomberie, puis vérifier. On a quand même brossé un tableau assez large, donc, et pour tout ce qui était sanitaire et tout ce qui était COVID-19, mais aussi pour, finalement, leurs espaces à bureau. Et nous, on n'a pas à aller dans leurs espaces à bureau à moins qu'il y ait des urgences. Alors, c'est vraiment à eux d'aller faire une petite tournée de temps en temps s'ils ne viennent pas du tout. Une fois vos questions aussi, bien sûr, on avait nos équipes ont toujours été sur place. Et la grande différence peut-être avec beaucoup d'immeubles, c'est qu'on avait déjà une conciergerie d'instaurer à Place du Marie. La conciergerie était beaucoup plus physique avant la COVID-19 que virtuelle. Et là, on a transféré les services de la conciergerie vers du virtuel. Donc, on a offert beaucoup de services à nos clients, rendus chez eux finalement. Puis, ça a été super intéressant pour les clients. Donc, on se rend compte justement qu'il faut innover dans un type de crise comme ça parce que, ben justement, on sait qu'on a de la compétition qui n'est plus de la compétition entre immeubles, mais qui est la compétition avec le télétravail finalement. Alors, on va devoir se démarquer encore plus. On peut changer la slide. Donc, on est prêt à accueillir nos occupants. Je disais ça aujourd'hui, puis on a vu Richard Highlands dans les journaux qui avait fait tout un reportage sur comment était prêt Place Bonaventure. Bien, je pense bien qu'on est tous prêts, tous les gestionnaires immobiliers. On a hâte finalement que ça revienne. Donc, je donne les exemples de ce qu'on a fait chez Ivanhoe Cambridge, mais je suis certaine que c'est fait partout dans les immeubles. Donc, juste pour vous montrer l'ampleur de la tâche, c'est qu'on a installé plus de 27 000 pastilles. Et plus ça veut dire ça, c'est du stock, des pastilles au sol. Sur du tapis, ça colle pas. Pour une autre solution, tout ça. Et il y avait donc beaucoup de choses à juste tester. Tout augmenter le nettoyage et l'hygiène. C'est sûr que pour les gens d'entretien ménager, c'est rajouter une coche, puis s'assurer qu'ils portent des masques quand ils font l'entretien et tout. Ça rajoute une coche à tout le monde. Puis ça, même s'il n'y a pas grand monde dans nos immeubles présentement, on sait qu'on a à peu près 10 % d'occupation à peu près dans nos immeubles. Bien, ce 10 %-là, ils doivent être en sécurité. Même si, finalement, on n'a pas beaucoup de monde, c'est important qu'ils soient en sécurité. On a travaillé aussi au niveau de la qualité de l'air, parce que plus ça va, plus on se rend compte que la qualité de l'air, c'est important. Donc, c'est sûr qu'on l'apport d'air frais, on a de 5 à 10, dépendant des sections ou des immeubles, changement d'air. Alors, c'est avec des nouveaux filtres aussi, des MERV 13.
Ce qui est important aussi là-dessus, c'est qu'on a préparé 20 000 kits pour nos occupants où on fournit à chacun de nos occupants une bouteille de désinfectant et un masque. Donc, juste parce que on veut qu'ils puissent voir qu'on tient à leur sécurité. Je peux changer de slide? Bien, ça, c'est un peu le chemin, dans le fond, qu'on montre le parcours réfléchi. On a pensé aux différentes parties prenantes et tout. Fait qu'on a essayé d'être intelligent dans tout ça. Même si au début, c'était des montagnes russes, les informations n'étaient pas tout le temps claires, on devait patauger un peu dans le flou, mais on est arrivé à avoir quelque chose d'assez clair par la suite. Tu peux changer de slide. Préparer les équipes, justement, c'est quelque chose qui est super important. On voulait être sûr que nos équipes étaient en sécurité aussi, donc on a fait des équipes de rotation, puis s'assurer qu'il y avait tout le temps des gens qui étaient disponibles, dans le fond, pour être dans les immeubles. Puis on a mis toutes les mesures en place, là, comme on voit dans les épiceries, les plexiglas et compagnie. Et maintenant, ben, chaque employé qui doit rentrer doit compléter un formulaire électronique à chaque matin pour dire qu'il n'y a pas les symptômes, qu'il n'a pas voyagé, qu'il n'a pas été en contact avec. Et dans le fond, on s'assure que les gens qui rentrent sont vraiment sont bien pour pouvoir rentrer. Voilà, on peut changer de slide. Fait qu'on arrive aux prochaines étapes qui sont stressantes, mais sont en même temps très stimulantes, de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça, justement, où on s'en va. Bon, on ne détient pas personne de boule de cristal, on voit des tendances, on voit des informations. Ce qui est intéressant, c'est de faire des tests. Nous, on a fait un test chez Evaluate Cambridge, on a fait rentrer juste certaines personnes pour voir comment ça fonctionne et tout ça. Puis, ça peut vraiment se rapporter sur la réalité de nos locataires. Alors, quand je vois, par exemple, que nos employés disent, ouais, mais si mes collègues de travail ne rentrent pas, moi, c'est quoi l'intérêt de rentrer finalement? Mais là, tu dis, OK, c'est la même chose que nos locataires vont vivre. Comment on fait pour les aider, pour aider la socialisation, parce que c'est ça en général qui est manquant, pour aider la socialisation tout en restant sécuritaire. Alors, on a un chemin en avant de nous là-dessus. Donc, on doit se redéfinir puis vraiment voir comment on peut se compétitionner finalement avec le télétravail. Les besoins de la mixité, ça s'accélère, c'est sûr. On voit que la COVID-19 a fait accélérer les tendances. Et dans le fond, l'approche locale, tout ce qui est environnemental, tout ça aussi va redevenir important parce que tout le monde, on va vivre finalement dans notre zone, puis on sort moins finalement de notre zone. On va devenir très tributaire des nouvelles innovations. Et par contre, parallèlement, ce qui est compliqué, c'est qu'on est inondé de nouvelles technologies que nos fournisseurs nous envoient ou même de nouveaux fournisseurs nous envoient. Puis combien de technologies on se dit, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Est-ce que vraiment ça va aider ou ça aidera pas? Ou bien si on prend, mettons, les rayons UV, on se rend compte que les rayons UV, ben il y a des dangers aux rayons UV. Fait qu'il faut faire vraiment attention si on veut amener ça. Alors, il y a beaucoup d'analyses à faire avant de dire oui, on va embarquer dans les nouvelles technologies, mais en même temps, il faut être à l'écoute, il faut vraiment les regarder comme il faut. On assiste, dans le fond, vraiment à une inversion des priorités. Le virtuel est devenu la norme, alors que c'était pas ça dans le 3 mois. Alors vraiment, on s'en va vers le sans contact, penser à justement les portes, les ascenseurs, tout ce qui est dans le fond avec contact. Faut qu'on réfléchisse à tout ça. Donc, physiquement, il faut offrir un environnement sécuritaire. Il y a le transport en commun, qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, mais qu'aussi, finalement, va avoir un impact sur le retour des gens au centre-ville de Montréal. Alors, prochaine slide. Alors, dans le fond, juste pour vous montrer un peu notre vision, on pense vraiment que ceci va faire en sorte qu'on va aller vers un meilleur monde au bout de la ligne. Puis en pensant comme ça, ben c'est positif parce que c'est sûr que sinon, on a l'impression que tout est négatif, que l'économie va mal, que la santé va mal, mais que si on se dit que dans 1 an, on va avoir fait du chemin, puis on va laisser un leg pour les générations futures, ça fait en sorte que finalement, au bout de la ligne, on peut le voir positivement. Alors voilà, c'est ça ma présentation. Merci beaucoup. C'est bon de finir sur un point positif. Hein? Alors là, écoutez, j'aimerais encourager les participants à laisser des questions dans le chat box. On va y aller après la liste de questions préparées. Donc, j'ai 4 questions préparées. La première se rapporte à un sujet qui a provoqué beaucoup de nuits blanches pour nos clients chez JLL et pour la plupart des utilisateurs et propriétaires de tours à bureaux. Et non,
On ne parle pas des gens qui avaient oublié de fermer les lumières avant de partir. On parle évidemment des ascenseurs. J'ai vu récemment un très bon vidéo de Bloomberg sur l'évolution de l'industrie de l'ascenseur depuis les derniers 100 ans et puis comment elle s'est adaptée pour réduire les niveaux d'anxiété des utilisateurs. Alors, on commence par des freins, des miroirs pour donner l'impression d'espace, la musique de fond, des thèmes sonores qui annoncent l'arrivée aux étages et plus récemment, Annick t'en a parlé, l'élimination des boutons à l'intérieur, tout ce qui est sans contact. Alors, on va commencer avec deux petites questions qui se rapportent aux ascenseurs. Puis-je répondre aux deux ou vous pouvez répondre à celle qui vous convient? La première question, c'est comment voyez-vous la prochaine version post-COVID des ascenseurs? Et puis, la deuxième question, quelles mesures avez-vous prises dans vos ascenseurs aujourd'hui pour atténuer le risque de propagation? Alors, peut-être qu'on va commencer avec Linda. Alors nous, heureusement, les immeubles qu'on détient, la plupart sont déjà équipés de systèmes qui sont performants, le fameux Destination Dispatch. C'est pas tout à fait sans contact, mais quand on approche la main, on n'a pas besoin de toucher, là, on peut l'accrocher. C'est sûr que c'est pas l'idéal, mais c'est déjà en place. Puis on peut dire qu'on n'avait pas d'inquiétude au niveau là, du taux d'occupation puis du transport. Là, ça se faisait quand même bien. On a fait comme la plupart des autres propriétaires immobiliers. Là, on a installé des zones pour gérer les files d'attente. On a augmenté la fréquence de nettoyage justement des points de contact. On a installé des pastilles à l'intérieur pour que les gens prennent leur distance. Et déjà très tôt, nous, on demandait que nos occupants portent le masque en mai. Là, puis ça s'est très bien passé. On a consulté nos locataires. On avait des comités consultatifs, mais on était au-delà de ça. On a appelé tout le monde pour voir leur degré de confort. On a changé nos règles et règlements qui sont liés au beau, qui nous permettaient de mettre en place ces mesures-là. Alors, ça rassurait les gens. Puis, on remarquait que les gens le portaient puis se sentaient davantage en sécurité dans un espace clos avec une personne étrangère avec nous dans la cabine. Sinon, comment on voit, nous, le futur des équipements de transport vertical en période de COVID, on remarque que les gens utilisent davantage les escaliers. C'est une bonne chose parce que ça va maintenir nos occupants en forme. On ne sait pas comment les gens qui sont à la maison en télétravail, quand ils vont revenir, seront capables de suivre ceux qui sont au bureau. Mais et sinon, les dispositifs sans contact qu'Annick a mentionné, c'est clair qu'on pense que c'est une avenue qui va se déployer davantage et qui va permettre de limiter la propagation de ce virus ou d'un prochain virus éventuellement qu'on le souhaite. Merci Linda. Bernard? En fait, évidemment, all of the above, là, tout ce que Linda a mentionné, ça fait partie des nouvelles normes, on va dire, là, pour faciliter le retour de nos locataires. Si je regarde du côté des nouvelles technologies, en préparation du panel d'aujourd'hui, j'ai demandé à mon équipe d'exploitation de contacter en fait, deux des grands fournisseurs là, de systèmes de levage là, avec lesquels on travaille pour leur demander qu'est-ce que vous faites. C'est intéressant parce que j'ai eu cette conversation-là avec Linda hier soir. Une des choses à laquelle dont on doit se rassurer, je pense, c'est peut-être une façon de le dire, c'est que non seulement les propriétaires d'édifices qui voient évidemment à bien servir leur clientèle, mais aussi nos fournisseurs qui sont responsables de ces services techniques-là sont vraiment en train de travailler extrêmement fort pour justement adresser l'enjeu. Et ce que je comprends de ce que j'ai lu qui m'a été transmis là, de nos fournisseurs de systèmes de levage, d'ascenseurs, c'est que l'intelligence artificielle qui est déjà présente là, dans la technologie du Destination Dispatch, comme le disait Linda,
ils vont l'amener à l'autre niveau pour justement créer cette approche-là où la possibilité de faire un appel d'ascenseur sans avoir avoir un contact physique avec les écrans. Donc, avec un écran, oui, mais avec le téléphone cellulaire, le téléphone intelligent. Donc, une technologie qui permet de justement appeler un ascenseur. Il y a une reconnaissance qui se fait du téléphone intelligent de l'utilisateur qui permet un appel d'ascenseur avec, évidemment, l'étage auquel vous voulez vous diriger. Donc, ça, c'est en train de se développer au moment où on se parle par les grands fournisseurs, là, Otis et Thiessen, pour ne pas les mentionner dans mon cas, c'est eux qui m'ont donné l'information. Au niveau de la sécurité dans les cages d'ascenseur, Annick a mentionné les rayons ultraviolets. Elle a raison, il y a des enjeux de santé qui viennent avec l'utilisation de ces technologies-là. Ce que j'ai compris cette semaine dans un des appels auxquels j'ai participé, c'est qu'il y a énormément de recherches qui se fait, mais ça, c'est vraiment au niveau scientifique, là, pour voir combien de temps est-ce que le virus doit être exposé aux rayons ultraviolets pour être désactivé. Et ça, c'est pas encore clair. Là. Ils font différents tests. Là. Ça se fait en laboratoire. Et dépendant évidemment de combien de temps tout ça va durer, là, une des technologies qui pourraient être développées, c'est justement l'éclairage ultraviolet dans les cages d'ascenseur et un peu comme on disait tantôt, là, on a mis en place des protocoles de sorte que nos équipes d'entretien ménager font des tournées à toutes les heures pour nettoyer les high touch points, j'oublie le terme en français. Bien, les cages d'ascenseur pourraient arrêter entre 2 étages pendant X minutes et là, la lumière ultraviolette s'allumerait pour aseptiser la cage d'ascenseur et après ça, redescendre sur un étage pour prendre des passagers. Donc ça, c'est deux des technologies là, au niveau technologique qui sont en développement. Et évidemment, on parle beaucoup des grandes tours du centre-ville. Je pense que dans les banlieues où les édifices sont de moins grande envergure, puis ça, c'est pas très technologique, là, c'est tout à fait physique et simple d'application. On va favoriser et améliorer le parcours des escaliers pour pouvoir monter sur les étages. Donc, les édifices de 3, 4, 5 étages, là, comme vous le savez, il y en a une multitude qui sont occupés par les organisations, principalement dans les banlieues. Donc, ça, c'est un des endroits où on va investir pour s'assurer que le parcours il est intéressant, sécuritaire et accueillant, intéressant, là, en fait, pour les usagers. Merci Bernard. Ça veut-tu dire que vous, comme propriétaire, vous allez commencer à organiser plus de marathons verticaux? C'est ça ou peut-être? Non, comme le disait Linda tantôt, là, ça va être un incitatif pour les gens de revenir au travail parce que sinon leurs collègues vont être pas mal plus en forme. C'est ça, les livres additionnels qu'on a pour ceux qui ont passé trop de temps devant le frigo à la maison, là, ça va être une bonne façon de s'en débarrasser. Tous les kilogrammes de pain, de sourdough qu'on a fait à la maison, il faut qu'ils partent en quelque part. Annick, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Ouais? Oui, je pourrais ajouter qu'on a fait des simulations de notre côté pour voir justement combien de temps d'attente et tout et tout. Puis, dans le fond, si on a 100% d'occupation avec à peu près 2 heures, par exemple, d'intégration le matin ou le soir de sortie, ça donne quand même, mettons, pour Place Ville-Marie, 20-25 minutes d'attente. Donc, on voit que là, on est là à 25 %, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas d'enjeu. Mais si on arrive à 100 % puis qu'on est juste 4 personnes par ascenseur, il y a quand même une bonne période d'attente. Donc, avec ça, on a essayé de réfléchir justement à comment on pourrait activer les choses en attendant qu'on puisse transférer nos immeubles à sans contact. Je n'ai pas la chance de l'univers. Ce n'est pas tous des immeubles destination de dispatch que j'ai. Donc, finalement, ça va prendre du temps avant qu'on arrive à tout ça un jour. On se disait que peut-être on pourrait faire, on est en train de regarder des systèmes
file d'attente virtuelle finalement. Un peu comme le Fast Pass chez Disney, que si tu t'es enregistré, ben tu as une Fast Pass, puis ceux qui ne sont pas enregistrés, ben ils attendent un peu la file. Alors, il y a des choses comme ça qu'il faut qu'on réfléchisse. On n'est pas rendu, honnêtement, on n'est pas encore rendu là, mais ça rajoute finalement à la complexité le fait que même à Destination Dispatch, si tu es 4 par ascenseur, à un moment donné, tu vas avoir, si je prends encore le Place du Marie, si j'ai 20-25 minutes d'attente, je pourrais avoir 300 personnes dans le lobby à attendre, ce qui n'est pas bon dans le fond. On ne veut pas avoir un rassemblement de 300 personnes. Donc, on a une gestion à faire de ce côté-là, c'est sûr, mais à 25 pas d'enjeu, on est encore correct, mais il va falloir qu'on réfléchisse plus encore pour le 100 d'occupation. Même avec le port du masque obligatoire, pensez que ça va... Le port du masque obligatoire va peut-être faire en sorte qu'on va pouvoir augmenter le nombre de personnes. Là, on est à 4. Est-ce qu'on peut se rendre à 6, à 7? Bon. Mais ça va dépendre du niveau de confort des gens aussi. Tout ça, est-ce que ça va venir avec le fait que si cet automne, on n'a pas de deuxième vague, peut-être que le niveau de confort va augmenter. C'est pas simple. Il faut attendre de voir comment ça va se passer tout ça. Okay. Merci. Très intéressant. Fait que là, la deuxième question, c'est, puis Annick, toi, t'en as déjà parlé dans ta présentation, là, mais j'ai parlé plutôt que la crise avait provoqué un grand besoin de collaboration et partenariat entre locataires et propriétaires. D'après vos expériences dans les derniers mois, quels ont été les plus grands enjeux de vos locataires et comment avez-vous répondu à leurs inquiétudes? Alors, qui on va commencer? Peut-être on va commencer avec Linda encore. Bien, je l'ai proposé, Bernard. On a eu la chance d'échanger hier soir là, sur les préoccupations de nos locataires. Je pourrais compléter. OK. Ben, en fait, la préoccupation principale des locataires, c'est évidemment la santé et la sécurité de leurs employés. C'est vraiment ça qui est primordial. Je pense que c'est vrai dans la société en général, puis c'est tout à fait naturel là, que ce soit les conversations principales qu'on a eues avec nos locataires. Comment est-ce qu'on a adressé ça? Il faut se souvenir là, que l'accès aux édifices à bureaux était quand même permis pour les entreprises dont les employés devaient offrir des services essentiels. Donc, même si l'occupation a été réduite de façon je vais dire plus que significative, là, de façon très, très, très importante. Il a quand même fallu donner accès aux entreprises dont les services étaient essentiels et dont les employés devaient donner une prestation de service. Donc, très, très tôt, on a mis en place des procédures pour s'assurer que les lieux étaient sécuritaires. Donc, tout ce qu'Annick a mentionné tantôt, là, évidemment, cette semaine, là, hier, on a eu la confirmation qu'on peut graduellement, jusqu'à concurrence de 25 présentement, laisser nos employés revenir au travail, mais il y avait déjà des mesures qui avaient été prises de sorte que ce soit au niveau de la signalisation, l'installation des protocoles sanitaires en lien avec les recommandations de la CNESST, distributrice de gel antiseptique, etc., etc. Tout ça était déjà en place dans les lobbies de nos édifices et il y avait évidemment là un accueil qui se faisait avec les équipes de sécurité pour s'assurer que les gens qui venaient dans l'édifice étaient effectivement autorisés à le faire. Donc, tout ça pour dire que ça, c'était la préoccupation principale, primordiale, la santé et la sécurité des employés. Et très, très tôt, là, on a mis en place une approche là, de contact avec nos locataires, que ce soit avec nos équipes de gestion ou de location, lorsqu'il y avait des enjeux qui étaient plus des enjeux d'affaires qui devaient être réglés. Les contacts ont été hebdomadaires là, au cours des 4 derniers mois. Là, on a parlé avec nos locataires essentiellement toutes les semaines. Linda? Alors, 2 autres préoccupations qui sont revenues fréquemment pour nous, ça a été, Bernard le mentionnait, c'était les entreprises qui étaient considérées services essentiels qui pouvaient accéder aux immeubles, mais ceux qui ne l'étaient pas,
eux avaient des préoccupations parce que si leur serveur ne fonctionnait pas, comment est-ce qu'ils pouvaient continuer leurs affaires? Alors, ça, on a établi des plans avec ces gens-là, juste avant qu'on soit en confinement et qu'ils ne puissent plus accéder aux immeubles. On a fait des tournées, on a identifié les équipements clés, puis on a préparé nos employés à intervenir. Puis heureusement qu'on l'a fait parce que pour un de nos clients, ça a été nécessaire à un moment. Alors, on a dérogé à nos pratiques habituelles pour permettre la continuité des affaires de nos clients. L'autre chose, c'était les gens voulaient savoir quel était notre plan à nous. Et puis, on a annoncé très tôt le port du masque, les mesures sanitaires. Puis, si on recule là, au mois de mars, c'est sûr que c'était quelque chose qui inquiétait nos locataires. Ils se demandaient dans quelle mesure on pouvait imposer ça à leurs employés. D'où ce que je vous ai dit qu'on a fait. Là, on a modifié nos règles et règlements pour pouvoir mettre en place ces mesures-là en période de pandémie. Également, nous, ça, j'en ai pas vu dans aucun de nos immeubles, mais on a commencé à déployer les caméras thermiques justement en vue d'un retour progressif parce que, un peu comme chez Annick, on pose plusieurs questions. C'est sûr que ça va pas, ça ralentit le rythme d'accès au bureau. Alors, dans 3 immeubles à Montréal, c'est installé. À Québec également, on a à peu près 3 immeubles où c'est en place. C'est facile là, parce que c'est une clientèle qui est récurrente. La première expérience est plus lente, mais après ça, ça accélère considérablement le rythme d'accès. Et puis, on a décidé de déployer en fonction du degré de préparation de nos locataires, le degré d'acceptation de cette mesure-là. On y va tranquillement, puis on invite nos locataires de d'autres immeubles à venir voir comment ça se passe, puis on leur envoie des vidéos. Alors, c'est une mesure qui est de plus en plus acceptée parce qu'ils voient le bénéfice, la rapidité d'accès. Excellent, merci. Annick? Nous, on n'est pas encore arrivé à la conclusion qu'on voulait installer des caméras thermiques. Je serais intéressée, Linda, d'avoir de l'information à cet effet-là parce qu'on sent de la résistance vraiment à cause de l'information privée. Et puis après ça, qu'est-ce que tu fais si la personne, effectivement, est taguée, qu'il ne faut pas qu'elle rentre et tout. Mais j'aimerais ça, donc, que si on peut partager. Donc, merci. De notre côté, je dirais... Danick, on a déjà aussi annoncé à nos locataires qu'est-ce qu'on ferait si quelqu'un fait de la température. Fait que ça aussi, ça les a rassurés, puis ils l'ont communiqué à leurs employés. Fait que tous ces points d'interrogation-là répondus, les gens savent qu'est-ce qui va arriver, puis ça élimine le stress. Je comprends. Merci. Je dirais l'autre point que les locataires ont vraiment beaucoup souligné, c'est les salles de bain. Les ascenseurs et les salles de bain, ce sont les 2 points qui reviennent continuellement. Les salles de bain beaucoup plus complexes dans le sens où, bon, il veut pas, il y a grande possibilité de contamination dans le sens où il y a des fluides, il veut pas dans les salles de bain. Donc, c'est une personne à la fois chez nous dans les salles de bain pour l'instant. On va voir si on va être capable de maintenir ça quand on va avoir une augmentation d'occupation. Puis, on peut pas malheureusement penser qu'on peut désinfecter après chaque personne qui va à la salle de bain. Ça n'a comme pas de sens au niveau de la productivité et de la quantité de personnes qu'il y a. Mettons, encore là, je reviens tout le temps avec l'exemple de Place du Marie où j'ai 10 000 personnes. Si 10 000 personnes vont aux toilettes, il faut que je lave les toilettes 10 000 fois. Tu sais, puis ça, c'est juste une fois par jour. Si la personne y va 2 fois, il faut que je lave 20 000 fois les toilettes. Alors, ça n'a comme pas de sens finalement, mais de ce côté-là, on a vraiment indiqué que c'est une personne par salle de bain, qu'il faut que les gens se désinfectent les mains avant de rentrer dans la salle de bain. Pour pouvoir dire, bon, mais quand tu touches à des choses dans la salle de bain, tu auras tes mains désinfectées avant de rentrer. Donc, c'est comme ça qu'on l'a adressé pour l'instant. Est-ce que des nouvelles technologies, encore là, qu'on analyse, on va voir si il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver. Mais les salles de bain demeurent un point difficile, finalement. Il faut vraiment que les occupants se lavent bien les mains. C'est la responsabilité des gens après, à partir de ce moment-là. OK. Bien, une personne par salle de bain, ça doit être accueilli par les gens qui ont des familles, hein, parce que c'est pas quelque chose qu'on a souvent à la maison, un peu de temps. Bon point. Moi, je vais retourner au bureau juste pour cette raison-là. OK. Question 3. Malgré que certains experts sonnaient l'alarme depuis des années, la pandémie a littéralement pris le monde entier, incluant les gouvernements, les codes baissés. Alors, si vous aviez pu anticiper ces événements, là, on ne parle pas de toilettes, là, si vous aviez pu anticiper ces événements il y a 5 ans,
qu'est-ce que j'aurais fait de différent? Et puis là, il y a 3 réponses que vous n'avez pas le droit de me donner. Numéro 1, c'est louer un entrepôt rempli de gel désinfectant et de papier toilette. OK, ça, c'est trop évident. Numéro 2, acheter un chalet. Puis numéro 3, construire une piscine. OK, alors, on va commencer, Annick, on va commencer avec toi. Écoute, on était prêts, nous, à faire de la gestion de crise. Mais c'était toujours des crises qui avaient une durée assez courte. Quand on faisait des simulations de crise, c'était toujours comme une crise de, bon, il y avait un incendie, on éteignait l'incendie, puis on rebâtissait, en guillemets. Là, on arrive dans une crise où c'est un marathon. Ce n'est pas finalement un sprint, c'est un marathon. J'aurais travaillé, dans le fond, un type de crise à plus long terme pour qu'on soit plus près, parce que puis c'est pas nécessairement relié avec la pandémie, mais juste une crise à long terme parce que c'est pas évident pour les équipes de maintenir le rythme. À chaque fois que le gouvernement change d'idée, il faut qu'on s'adapte. Quand je disais tantôt qu'on avait fait 27 000 pastilles, bien, on a mis à peu près 20 000 affiches. Mais là, le port du masque qui est obligatoire, il faut qu'on les change, ces 20 000 affiches-là. Fait que c'est en continu, on roule en crise en continu. Ce qui n'est pas simple finalement pour des humains. Puis on pense dans le fond aux gens qui sont dans le milieu médical, qui sont en crise en continu aussi, genre c'est le même principe, ils n'ont pas eu un incendie, puis avoir 20 personnes qui ont été affectées par l'incendie à traiter, c'est une crise de long terme. Alors moi, ça, j'aurais, et je vais éventuellement, quand on va sortir un peu plus la tête de l'eau, probablement travailler plus une gestion de crise long terme comme ça, dans le fond. OK. Ben, en fait, je pense que la fameuse expression, le hindsight is 2020, là, quand tu l'as vécu, là, tu dis on aurait pu faire ci, ça. C'est facile d'être le corps arrière du lundi matin. Okay. Mais chose certaine, tout ce qui a intérêt avec l'automatisation des services que l'on offre, là, puis quand je parle de services, je veux dire l'ouverture des portes, non seulement les portes des bâtiments, là, lorsqu'on veut pénétrer dans le bâtiment, mais aussi, tu disais tantôt, parlez-moi pas des salles de bain, parlez-moi pas des toilettes, mais effectivement, l'ouverture automatique, tout simplement un détecteur de présence qui fait que la porte ouvre automatiquement. Même chose, c'est devenu de plus en plus commun, mais c'est pas encore adopté à 100%. Les distributeurs de savon à main, les robinets qui sont touchless entre guillemets, là, dont on n'a pas besoin qu'on n'a pas besoin d'actionner manuellement. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un des constats là, que c'est des technologies qui, dans un contexte où effectivement il pourrait y avoir d'autres pandémies dans le futur, là, il faut passer à ce niveau-là. J'ai parlé tantôt des ascenseurs, c'est certain qu'il va falloir développer non seulement développer, il y a déjà des technologies qui sont existantes, il va falloir accélérer nos investissements de sorte que les services de lavage, les services d'ascenseur sont efficaces, rapides, de sorte que si effectivement on peut pas être plus que 2, 3, 4 dans un ascenseur, ben il faut qu'il y ait un dispatch intelligent qui se fasse parce que, comme le disait Annick tantôt, là, avoir 300 personnes pendant une période comme Annick disait, ça va prendre, je peux rentrer les gens en 30 minutes, mais tu vas avoir 30 minutes pendant toute la matinée là, parce que c'est des vagues qui vont venir successivement. Tu as beau... j'aime beaucoup l'idée de la réservation, sur web pour avoir ton heure d'entrée au bureau. Mais encore là, ça n'empêche pas le fait qu'il va y avoir énormément de congestion pour pouvoir accéder aux édifices. Donc, les ascenseurs, ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder là, parce que les édifices de grande envergure du centre-ville ne disparaîtront pas, puis on veut qu'ils continuent d'être de rencontrer leur fonction, là, qui est d'abriter des entreprises qui veulent être dans les centres-villes, dans les centres d'affaires. Fait que ça, c'est certain que c'est probablement ce que je ferais comme propriétaire immobilier. Comme employeur,
année qui a touché, quand on fait justement des exercices de gestion de crise, quand on essaie d'anticiper ce qui pourrait arriver, il y a toujours un des items qui est super important, c'est le site de relève. Donc, si on ne peut pas rentrer au bureau, où est-ce qu'on se déplace pour pouvoir travailler? Ce qu'on a appris au cours de cette crise, c'est qu'il est possible de travailler ensemble, même si on n'est pas ensemble. Donc, au niveau technologique, si j'avais eu là, je reviens en arrière. Là, je pense qu'on a prouvé qu'on est capable de le faire. Puis les technologies se sont développées à une vitesse. En fait, elles étaient disponibles. Là, on les a adoptées à une vitesse grand V. Mais ça, c'est une des composantes, je pense, qui aurait été testée auparavant. Puis je pense que dans ces exercices de gestion de crise, le site de relève devient une multitude de sites de relève parce qu'on est capable de travailler dans un mode virtuel. Évidemment, si l'électronique n'est pas accessible parce que il n'y a pas l'Internet ne fonctionne pas ou il y a une crise de l'énergie, ben là, c'est un autre paire de manches, là, mais ça, il y a plusieurs variantes quand on fait ce type d'exercice-là. Mais clairement, si j'avais eu à anticiper ce qui s'est passé, on aurait été beaucoup plus soucieux de s'assurer que nos employés avaient les outils pour pouvoir travailler de la maison rapidement et efficacement. Il y aurait eu des tests qui auraient été faits. Là. Excellent. Linda, as-tu quelque chose à ajouter? Oui, j'aurais vraiment préféré passer avant Bernard. Ah, OK. Non, mais écoute, même il n'y a pas 5 ans, l'an dernier, quand on a fait des projets de revitalisation de salles de bain, si on avait su, c'est pas qu'on ne savait pas que ça se pouvait parce que ça fait déjà 10-15 ans qu'on a des plans de continuité des opérations en période de pandémie, mais on aurait dû considérer la pandémie dans nos designs de salles de bain, puis mettre davantage d'équipements qui sont sans contact, notamment les ouvre-portes. Ça, c'est ça. Puis, tout à l'heure, tu parlais de marathon. Annick, moi, je suis rendue au ultra-marathon. Ça, c'était au mois de mai que je l'appelais le marathon. Les différentes annonces, comme tu le dis, quand Dr. Arruda nous a parlé de 1 mètre au lieu de 2 mètres, j'imaginais les coûts de production. Puis encore une fois, c'est quelque chose qui est une épreuve pour l'équipe parce qu'on pense qu'on vient de s'en sortir, une chose de régler, mais non, on est constamment dedans. Les communications aussi. Les communiqués, c'était à tous les jours pendant plus d'1 mois, les jours ouvrables. Ça, si j'avais quelque chose, si je pouvais refaire quelque chose, j'aurais préparé différents types, des différentes variantes. Moi, la pandémie, je l'avais imaginée d'une façon, par étape, mais je n'avais pas pensé à toutes les variantes. Alors ça a été une surcharge de travail. Quand tu es assailli par les locataires qui veulent savoir quel est ton plan à la suite des annonces, puis des immeubles multilocataires, vous le savez, c'est pas un appel, c'est plusieurs appels. Les gestionnaires étaient surchargés, puis en même temps, il faut qu'on prépare notre annonce. Puis les annonces ne sont pas claires. Il faut retourner sur le site, il faut fouiller. Parfois, c'est pas clair le jour même. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on a parlé de fermeture des bureaux, là, c'était pas clair que c'était les services essentiels qui pouvaient être là. Quand on a dit à nos clients que c'était terminé le lendemain, et le téléphone a sonné. Alors, si on avait su comment ça, là, on l'a vécu. Ce sera plus facile pour les prochaines, puis encore une fois, on ne se le souhaite pas. Mais on est mieux préparé pour l'inconnu. Merci. C'est ce qu'ils disent. Hein? Il n'y avait pas de playbook pour gérer la crise de pandémie. Puis je pense que c'est ça le plus gros challenge. Les gens inventaient ça au fur et à mesure que ça progressait. Alors, c'était très intéressant. Alors, dernière question avant d'aller aux questions des participants. On va parler de l'avenir des espaces à bureau. Je pense qu'on en a discuté un peu. Mais je voulais vous montrer le rapport que JLL vient de sortir vendredi dernier. Là. Ça s'appelle, il y a 2 rapports qui sont sortis. C'est COVID-19 Impact Offices Will Find a New Purpose. Puis il y en a un autre qui s'appelle Reimagine for Corporate Occupiers. Si vous aimeriez avoir une copie, envoyez-moi un message sur LinkedIn. On a parlé de cette grande expérience qui est le télétravail, une expérience à grande échelle qui a démontré en fait que c'est possible d'être productif à la maison.
Les espaces de travail devront évoluer pour répondre aux nouveaux besoins et aux attentes des employés. Chez JLL, dans le rapport, on prédit un modèle hybride qui comprend des bureaux à domicile, des espaces de coworking, des bureaux satellites et un siège social. Un mélange d'engagement à court terme, à long terme, avec des emplacements en ville et en banlieue. Alors, malgré tout, les bonnes nouvelles, c'est que malgré tout ces enjeux de productivité, 58% s'ennuient du bureau, d'après nos sondages. 65% des employés 35 ans au moins, et puis 69% des employés en technologie, ce qui est très intéressant, que c'est les employés en technologie qui s'ennuient le plus du bureau. Alors, la question, c'est en tant que propriétaire, comment voyez-vous l'avenir des espaces à bureau? Linda, tu peux commencer. Merci. Ben moi, je pense que c'est peut-être prématuré de se positionner parce qu'on est encore en plein milieu de la crise, il y a trop d'inconnus. Il y a des concepts qu'on s'attend à ce qu'ils disparaissent, là, comme la densification. C'est clair qu'avec ce qu'on vient de vivre, c'est peut-être pas vers ça qu'on va aller. Par contre, le télétravail, il y a des entreprises qui étaient déjà à y penser. Nous, chez IA, ça fait quelques années qu'on c'est un pilier très important pour nous, l'expérience client. Puis, on veut être un employeur qui soit en mesure de s'adapter aux réalités de chaque employé. Alors, c'était déjà quelque chose à laquelle on réfléchissait. Je pense que votre prédiction sera pas mal juste. Hein. Ça va être un mélange de tout ça. Les entreprises font des sondages auprès de leurs entreprises, la plupart, pour savoir, après la COVID, comment vous voyez ça. Puis, ils demandent combien de jours les gens aimeraient revenir au travail. Alors, tout le monde s'y prépare. Une chose est certaine, moi, je vois ça comme un challenge pour nous. Puis, on va arriver à s'adapter comme on le fait. C'est peut-être notre première crise sanitaire importante, mais ce n'est pas notre première crise. Puis, j'ai aucune inquiétude, là. Tout le monde s'affaire à trouver les solutions, pas seulement les propriétaires immobiliers, mais les designers, les gens qui développent le mobilier de bureau. Alors, on aura les solutions adaptées pour nos clients le moment venu. OK, super. Bernard? Ben, j'aime ce que tu as dit de votre étude, là, parce que toutes les alternatives que tu as mentionnées, on peut les offrir à vos clients. Centre-ville, banlieue, flexible, on a tout ça. Mais farce à part, je pense que c'est intéressant aussi quand ce que tu as mentionné par rapport aux préférences générationnelles. Là. Moi, ça m'a surpris que ce soit les plus jeunes qui soient de façon plus importante là, en faveur du retour au bureau. Bon, on peut dire surpris pourquoi. C'est que, évidemment, ils sont nés dans une ère technologique avec l'utilisation des produits Apple, pour les nommer. Et donc, tu t'attendrais à ce que ce soit cette plus jeune génération-là qui soit beaucoup plus à l'aise à travailler de façon virtuelle. Ce que j'ai compris à travers les conversations, puis ce que j'ai lu au cours des derniers mois, c'est que le volet social de nos carrières, de nos occupations professionnelles est extrêmement important. Ça, c'est un des volets. L'être humain est une bête sociale. Là. Je vais emprunter un énoncé d'un ex-collègue chez JLL qui s'appelle Joe Brady, qui est le chef de la direction pour les Amériques d'une entreprise qui s'appelle The Instant Group. Je lui ai parlé cette semaine, puis il me disait les êtres humains ont mis 20 000 générations à développer et à peaufiner leurs habiletés sociales et ils ont besoin d'être ensemble physiquement. Donc, c'est une réalité qui est fondamentale, qui est ancrée dans notre ADN. Et donc, je pense que les employeurs vont continuer de compétitionner entre eux pour attirer les talents, attirer les meilleurs talents.
et que ce volet social-là va être extrêmement important. C'est intéressant parce qu'avant la crise, on était vraiment dans la dynamique des espaces collaboratifs, les environnements de travail variés pour que les gens se sentent qui sont dans un environnement qui leur permet de la créativité, de l'innovation, la possibilité justement d'échanger. Et je pense que ça, c'est encore tout à fait pertinent. Et la pandémie, il y en a eu d'autres pandémies là, dans l'histoire de l'humanité. Et là, on est en plein dans on est dans le feu là, présentement, mais éventuellement, on va s'en sortir. Et notre ADN, nos besoins naturels comme êtres humains vont reprendre le haut du pavé, puis ça va redevenir la priorité. Donc, je dirais qu'à court et moyen terme, on doit s'adapter à la situation, mais déjà, on peut le voir, puis l'annonce d'hier, elle est vraiment intéressante, elle est super importante et intéressante, parce que ça va nous permettre justement de voir comment est-ce que les environnements de travail peuvent s'adapter à un contexte de pandémie. Mais plus on va avancer, plus ça va devenir tout ce qui n'est pas naturel, là, dont on a parlé, là, donc la distanciation, l'utilisation du couvre-visage, etc. On va apprendre à apprivoiser ça et à travailler en fonction de ça, mais cette présence physique-là dans le bureau, ensemble, entre nous, je pense, va faire que les gens vont vouloir revenir au bureau. Ça, c'est mon premier point, puis je vais terminer sur un deuxième, qui est le fait que en fait, je viens de l'oublier, j'ai un blanc de mémoire, j'ai vu l'écran changer, puis j'ai perdu mon... on a perdu Sandra. Est-ce que c'est moi qui ai perdu Sandra ou tout le monde a perdu Sandra? J'ai perdu Sandra. Fait que, Annick, je te passe la parole, puis quand ça va me revenir, je vais... Je suis d'accord avec le fait que, dans le fond, tous les sondages le confirment que c'est la socialisation qui manque à tout le monde. Le reste, dans le fond, tu peux l'avoir chez toi. Par contre, il y a autre chose aussi, je pense, comme employeur. Il y a des statistiques qui le démontrent, c'est que si jamais, effectivement, on reste en télétravail très longtemps, l'innovation et la créativité aussi descendent de l'autre côté. Parce que c'est la créativité et l'innovation, ça se construit avec des connexions en différents points, mais si tu n'ajoutes pas de nouveaux points dans ton cerveau, finalement, tu ne peux pas faire de nouvelles connexions. Et dans ce contexte-là, finalement, je pense que les employeurs vont voir un avantage aussi à s'assurer que les gens reviennent au boulot pour avoir une synergie. Par contre, justement, il va falloir que ça se fasse de façon consciente. Si jamais, effectivement, le télétravail, c'est tout le monde 2-3 jours semaine, puis 2-3 jours semaine au bureau, ben si toi, tu rentres le lundi, mais tout le reste de ton équipe rentre le mardi, ça ne sert pas à grand-chose. Tu ne seras pas dans la socialisation, puis tu n'auras pas, dans le fond, tes connexions de points pour faire ta créativité ou ton innovation. Donc, ça va prendre des structures pour qu'on puisse assurer que les gens, quand ils rentrent au bureau, soient avec les gens que ça prend pour qu'ils puissent travailler. Rentrer tout seul à ton bureau, tu es aussi bien de rester chez vous. Je dis, il n'y a pas d'avantage, finalement. Donc, il y a quand même un gros cheminement de pensée à faire dans ce sens-là. Puis, il faut le tester chez nous pour pouvoir aider après ça nos clients, nos locataires peut-être à tester. Puis après ça, aussi à voir comment nous, on peut, comme propriétaires, permettre des installations qui vont les aider finalement là-dedans, parce que c'est ça qui va rester au bout de la ligne, c'est qu'innovation, ça va devenir maintenant le nerf de la guerre. Avant, on restait sur le statu quo, puis c'était correct, mais là, on voit que ça va vite, que toutes les tendances s'accélèrent. Alors, on a intérêt finalement à être vraiment dans l'action, et c'est l'innovation qui va faire en sorte qu'on est dans l'action. Donc, en tout cas, c'est ce que j'espère aussi, parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se rendre compte de ça, mais j'ai lu beaucoup de statistiques dans ce sens-là qui démontraient que l'interaction, c'est bon pour les humains parce qu'ils sont heureux de se voir, mais c'est plus que ça, c'est bon aussi pour les entreprises pour pouvoir rester dans le game finalement, parce que si toi, tu n'es pas dans le game, les autres vont te dépasser.
Bernard, as-tu... Oui, j'ai retrouvé le fil de ma Ouais. pensée, ma connexion, comme dirait Annick. La connexion, c'est refait. Ce que j'allais dire, c'est que une des choses qu'on a réalisées comme employeur, c'est que il y a une réalisation de l'ensemble de la société que c'est possible de travailler à la maison. Fait que là, les gens disent, ben, tu sais, il y en a qui vont vouloir continuer à travailler à la maison. Moi, ce que j'anticipe, ce que j'anticipe comme situation, c'est que les entreprises vont devoir évidemment offrir cette flexibilité-là à leurs employés, mais ils vont aussi devoir offrir un environnement de travail pour justement que ce que Annick vient de décrire, là, cette possibilité justement de se rassembler, de travailler ensemble sur un projet, d'amener cette créativité collective-là. Cet environnement de travail-là va devoir être disponible parce qu'on ne réussira pas à faire ça via le virtuel, nonobstant ce que les entreprises qui vendent de la technologie nous disent. Là. Je peux comprendre qu'eux, ils disent on envoie tout le monde à la maison, c'est à leur avantage de faire ça. Puis nous autres, ce qui est à notre avantage, évidemment, c'est de dire que le bureau a encore sa place dans le futur. Mais moi, je pense sérieusement que les employés vont vouloir avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire je veux de la flexibilité parce que de toute façon, je suis productif à la maison, je l'ai déjà prouvé, mais je veux aussi avoir un environnement de travail qui non seulement me permet de socialiser, d'avoir ce contact humain-là qui fait que je me sens créatif, innovant, mais qui fait que je sens que je fais partie de quelque chose. Puis ça, je pense que c'est super important pour les entreprises, c'est le branding. Puis là, ici, je parle là, vraiment de l'employeur là, et non pas du propriétaire immobilier. Comme employeur, on veut créer un sentiment d'appartenance et les êtres humains ont besoin de ça. Fait que tu veux, c'est pas pour rien qu'on a des logos sur nos cartes d'affaires, puis on y tient, puis c'est important. On veut savoir qu'on fait partie de quelque chose qui est plus grand que nous, puis le lieu physique est extrêmement porteur. C'est un des vecteurs d'appartenance qui est très important. Donc, il va falloir offrir les deux. Il va falloir offrir le lieu physique qui est accueillant, qui est créatif, qui est innovant, qui est un lieu de rassemblement pour les employés. On se donne rendez-vous mardi, mercredi, on travaille sur le projet, puis on se revoit vendredi. Donc, il va falloir offrir cet environnement de travail-là. Puis après ça, il faut aussi donner la flexibilité qui fait que les gens se disent, ben, tu sais, je suis pas timé, je suis pas obligé de puncher le matin à 8h30. Je pense que ça, là, on est sorti de cette, dans le travail, évidemment, là, de travail qui est intellectuel. Là. Je parle pas de manufacturier. Les gens vont avoir besoin des deux solutions. Et donc, pour le bureau, moi, je pense que ça va continuer à être un besoin pour les organisations. Et en termes de pieds carrés, ben, à court terme, évidemment, la distanciation fait que les pieds carrés sont requis. Et à plus long terme, ben, il va y avoir une évolution. Il va y avoir une évolution en fonction justement du type d'espace que les entreprises vont devoir créer, offrir pour justement favoriser cette performance organisationnelle-là. En même temps, je pense que ça va prendre quelques années avant que les gens se sentent à l'aise de partager un espace de travail. Moi, ce que j'entends présentement, c'est oui, je veux revenir au bureau, mais ça me prend mon espace dédié. Fait que là, aujourd'hui, ça, c'est super important. Combien de temps ça va durer? Fait que la tendance qui était, tu sais, tu arrives le matin puis tu prends l'espace de travail qui est disponible, tu peux le réserver, mais c'est un espace partagé. Là, je pense que c'est Sandra qui pourrait nous donner plus d'informations là-dessus, mais j'ai l'impression que ça ne doit pas être la tendance présentement dans les designs d'espaces corporatifs. OK. Merci Bernard. OK, on est à 9h33. Avez-vous encore 5 minutes si on veut juste au moins prendre une question d'un participant? Est-ce que ça vous va? Bien sûr. C'est bon. OK. Fait qu'il y a une question, puis là, écoute, je vais vous laisser l'option de qui veut répondre. Là. Mais il y a une question de Martin Doré, qui est responsable des services immobiliers chez BDC. Ah, bonjour Martin. Il parle un peu de cette
transmission du virus dans l'air. Hein? On parle de transmission airborne. Avez-vous des opinions là-dessus? Et puis, si oui, qu'est-ce qui vous concerne avec ça en tant que propriétaire? Je ne sais pas qui veut répondre. Je peux répondre parce que Martin, c'est mon locataire. OK. Pour longtemps. Écoute, c'est difficile cette situation-là. On a vraiment mis en place, nous autres, on a utilisé les normes ASHRAE comme base où on fait vraiment ce que ASHRAE nous dit parce qu'ASHRAE a adapté ses normes en fonction de la COVID-19. Dans ce cadre-là, donc, on a rajouté, on était déjà en termes d'apport d'air, on avait beaucoup de changements. On était à 5, 6, là, on est rendu entre 5 et 10 dépendant des zones. Et on a changé tous les filtres pour mettre du MERV 13. Donc, il est quand même une qualité vraiment supérieure. On suit de près tout ce qui sort au niveau scientifique parce que c'est sûr qu'on veut être sûr qu'on est capable de mettre les mesures en place si jamais on découvre plus de choses. Pour l'instant, c'est encore ça. Quand je disais qu'on avait regardé l'ultraviolet, on a regardé ça, puis on est en train de pouvoir les estimer, mais effectivement qu'il y a d'autres dangers à l'ultraviolet. Alors, de ce côté-là, c'est difficile de trouver vraiment une solution qui est parfaite puis qui correspond vraiment à une qualité d'air parfaite. Par contre, c'est sûr que justement, avec des changements d'air 5, 6, 7, 8 fois à l'heure, on sait déjà qu'on a quand même une bonne qualité d'air. Puis qu'on attend en même temps, là, justement, avec l'annonce d'hier, il est supposé avoir une liste là, de la CNESST qui dit qu'est-ce qu'on doit faire avec les bureaux. On attend de voir s'ils adressent la qualité d'air de ce côté-là. Mais on ne veut pas non plus mettre de l'ultraviolet, par exemple, et finalement avoir à l'enlever après ça parce que finalement, on voit que ça a trop d'effets secondaires. Alors, on essaie de trouver la meilleure façon pour l'instant. On est encore dans la recherche. Puis, scientifiquement, c'est encore ça qui est le meilleur. C'est ce qu'on a mis en place là, au niveau des changements d'air puis des filtres. Oui, c'est ça. Moi, je veux juste rajouter au niveau de l'ultraviolet, puis j'y ai touché un petit peu précédemment, là, ce que j'en comprends, puis encore une fois, là, il y a des études scientifiques qui se font là, dans les laboratoires du Conseil national de recherche à ce sujet-là présentement. Pour que le virus soit désactivé par l'ultraviolet, il faut qu'il soit exposé pendant une période de temps X et il ne doit pas circuler. Donc, c'est pour ça que je disais, en fait, l'ascenseur, c'est le meilleur endroit pour ça, là, dans la mesure où la ventilation arrête, l'ultraviolet s'allume, puis là, la question, c'est est-ce qu'il faut que ce soit allumé pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes? Ça, je ne le sais pas. Ils sont en train de faire ces analyses-là. Mais de mettre de l'ultraviolet dans les conduits de distribution d'air, ce que j'ai entendu, c'est que ça ne serait pas efficace parce que l'air circule et donc tout ce qui est dans l'air circule et le virus ne serait pas exposé suffisamment longtemps. Donc, la particule ne serait pas exposée suffisamment longtemps pour être désactivée. Donc, de juste mettre ça dans un conduit de distribution d'air serait en fait ce serait prétendre que ça a un effet, mais il a été démontré qu'il faut que le virus soit exposé pendant une période de temps qui excède au moins 1 minute. Ils sont en train de tester ça. Donc, ça, c'est ce que j'ai entendu cette semaine. Peut-être des gens qui ont de l'information plus récente, là, mais donc, au niveau des rayons UV, il va falloir que ce soit dans des espaces qui sont clos. Parce que le débit d'air, c'est rapide quand même. Pour justement avoir un changement d'air plus fréquent à l'air, le débit d'air est vraiment rapide. Effectivement, j'ai entendu ça. Donc, ce qui est mis en place, les changements d'air plus fréquents, le remplacement des filtres sur une base régulière, l'utilisation des filtres qui interceptent les particules très, très fines, là, c'est ce qui est la méthode la plus efficace pour en ce moment. OK. Merci, hein, merci beaucoup. Alors, je pense qu'on va fermer ce panel. Je pense que ça a été une discussion très intéressante. Merci beaucoup de votre participation.
J'espère pouvoir vous rencontrer en personne à un moment donné. À moins que... fait que je vais passer la balle. Je vais passer la balle à Sandra pour conclure. Ah, t'es sur mute, je pense, Sandra. Non, encore sur mute. Non, encore. Écoute, je pense que je peux faire. C'était juste pour remercier nos sponsors et puis remercier nos sponsors, nos commanditaires et puis tous les participants et aux panélistes. Alors, je pense qu'on peut, on peut conclure là-dessus. Puis, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci. Merci. Merci, bonne journée. Bye bye.